Analyse d'action pour que tu puisses le faire, que ce soit en connaissant les indicateurs, en comprenant ce qu'il faut regarder et surtout en sachant ce que tu fais. On va passer directement sur mon écran. Comment est-ce que j'analyse une action? Mais on va évidemment commencer par comprendre les bases en fait de l'analyse. Donc premièrement, il faut comprendre quel est ton profil et ton échelle de temps. Est-ce que tu es un trader, excuse-moi? Est-ce que tu es un investisseur? Donc quelle est la grosse différence entre les deux? Le trader aura plus souvent tendance à faire des positions qui vont durer seulement quelques heures, quelques jours, quelques semaines grand maximum, alors que l'investisseur plutôt long terme, lui, investit vraiment à l'année. C'est assez rare, mais plutôt sur 5, 10, 15, 20, 30, 40 ans. Donc, tu vois que c'est vraiment deux échelles de temps totalement différentes. Aujourd'hui, tu t'en doutes, je ne parlerai pas de trading, mais bien d'investissement, parce que c'est mon profil et c'est ce que je mets en place pour mes stratégies, et c'est là où j'ai le plus de connaissances. Donc, premièrement, c'est comprendre cette échelle de temps et ton profil pour être sûr de partir dans la bonne direction. Deuxièmement, c'est avoir des indicateurs clés prédéfinis et ça, tu vas voir, je vais te les donner tous un par un, lesquels j'utilise de mon côté pour faire mes analyses. Évidemment, je pourrais pas te les définir chacun parce que sinon la vidéo durerait trop longtemps. Mais dans la description, tu retrouveras 2 vidéos offertes de mon accompagnement payant pour comprendre quels sont ces indicateurs-là et avoir leur définition et comment je les utilise, et une analyse en direct d'Apple pour que tu puisses appliquer ce qu'on va voir aujourd'hui. Ensuite, tu vas devoir faire 2 analyses particulièrement pointues, techniques, fondamentales qu'on va voir juste après. Et enfin, tu dois connaître les bons sites à utiliser. On va justement commencer par ça. Je vais te dire un petit peu, moi, quels sont mes sites préférés pour investir. C'est très simple. On a premièrement Morning.co que tu connais peut-être via Sébastien Coubard, qui est le fondateur. Ensuite, nous aurons Seeking Alpha, un site anglais très connu sur le sujet. Ensuite, Guru Focus. Et puis d'autres comme Twitter, Investing.com, également Yahoo Finance, Zone Bourse, etc. Ça va dépendre aussi de ce que tu recherches. Si c'est plus pour l'actualité, si c'est plus pour des indicateurs techniques, si c'est plus aussi pour avoir quelques news sur leurs investissements ou autre, ça va vraiment dépendre. Mais moi, je dirais vraiment Morning.co, Seeking Alpha, Guru Focus sont les principaux sites que je vais utiliser pour en tout cas des indicateurs techniques. Et puis pour ce qui est du fondamental, des news ou autres, ça sera un petit peu plus varié dans mon cas. Ensuite, on va vraiment passer au niveau de l'analyse fondamentale. Donc déjà, quelle est la définition d'une analyse fondamentale? C'est simple, hein, c'est quand on étudie les éléments qui permettent de bien connaître une société, de comprendre certains des facteurs qui peuvent se répercuter sur le prix de l'action, et tu vas voir justement quels sont ces facteurs-là en fait. Premièrement, on va voir l'étape que je mets en place au tout début quand je vais sélectionner dans quelle action est-ce que je vais investir de mon côté. Premièrement, est-ce que c'est une entreprise de référence? Il faut savoir que moi, j'ai un profil plutôt conservateur qui évite de prendre trop de risques, donc je vais surtout tabler sur des entreprises qui ont fait leurs preuves. Je ne vais pas aller vers les startups ou les petites capitalisations. Je crois que dans mon portefeuille, la plus petite capitalisation est autour des 40 milliards de dollars, ce qui est quand même énorme. Donc, dans les entreprises de référence ou les entreprises culturelles, c'est-à-dire, quand je te dis smartphone, tu penses Apple. Quand je te dis fast-food, tu penses McDonald's. Quand je te dis soda, tu penses Coca-Cola. Évidemment, on ne va pas investir une entreprise uniquement sur cette base-là, mais je fais souvent mes sélections d'actions justement via les entreprises qui sont extrêmement connues, avec une bonne notoriété. Donc, premièrement, je cherche des entreprises de référence connues un peu du grand public. Deuxièmement, il faut qu'elles soient leaders de son marché, parce qu'elles peuvent ne pas être connues en fait, comme Air Liquide. Tu connais peut-être pas si tu n'investis pas en bourse, Realty Income que tu ne connais peut-être pas, Caterpillar qui est un peu connu mais c'est pas une entreprise qui est la plus répandue, j'ai envie de dire, chez les particuliers. Eh bien, il faut au moins qu'elle soit leader de son domaine dans son secteur d'activité. Ici pour Air Liquide dans le gaz industriel, Caterpillar les équipements en fait, eh bien pour tout ce qui est chantier etc, Realty Income pour tout ce qui est immobilier. Donc c'est pas parce qu'elle n'est pas connue du grand public qu'elle n'est pas intéressante justement. Troisièmement, il faut que j'arrive à comprendre l'activité. Apple, c'est très simple à comprendre, je suis moi-même client. McDonald's, c'est de l'immobilier mélangé un peu à de la restauration. Coca-Cola, c'est clairement de la consommation courante de boissons, etc. J'essaye d'éviter les entreprises de la nanotechnologie, des choses comme ça qui sont très complexes à prendre en compte, là où je n'ai pas des connaissances assez pointues pour investir dessus. Et enfin, est-ce que je suis client ou non? C'est pas obligatoire, j'ai envie de dire, tant que je comprends l'activité. Si je comprends l'activité mais que je suis pas client, il n'y a aucun souci. Je suis pas client de chez Air Liquide, de Caterpillar, non, Realty Income non plus, mais je comprends l'activité. Par contre, si je comprends l'activité et que je suis client,
Là, c'est encore mieux, un peu à l'image de Apple, McDo, Coca-Cola. Ensuite, on va voir ensemble vraiment les éléments les plus importants qu'il faut vraiment regarder selon moi pour une bonne analyse fondamentale. Évidemment, il peut y en avoir d'autres, ça peut dépendre des personnes. Je t'invite toi-même d'ailleurs à regarder tes propres indicateurs et peut-être t'inspirer de ceux-ci. Donc, premièrement, c'est l'environnement économique global. C'est-à-dire que, évidemment, tu dois d'abord te rendre compte de contexte en fait dans lequel évolue ton entreprise. Est-ce qu'on est en période de crise, en période de récession, ou est-ce que tout va bien mais le secteur que tu es en train de viser, peut-être l'immobilier, la santé, la finance a un problème? Tout ça va jouer évidemment sur l'entreprise que tu es en train de regarder actuellement. Et forcément, si tu vois que tout le secteur est en chute de 20% et que l'entreprise baisse de 10-15%, c'est tout à fait normal, entre guillemets, si c'est sain. Si tu veux en savoir un peu plus sur comment investir en période de crise, je t'ai fait une vidéo juste ici que je te la mets. Et également, il faut comprendre que si par exemple ton action fait l'inverse, elle baisse de 15% quand le secteur monte de 20%, il y a peut-être un autre problème à gérer. Évidemment, il y a d'autres facteurs à prendre en compte que je ne rentrerai pas trop en détail aujourd'hui, sinon la vidéo va durer des heures et des heures. Mais l'environnement économique déjà est important à prendre en compte dans le contexte de ton analyse fondamentale. Deuxièmement, contexte du secteur est encore plus important, j'ai envie de dire. Ici, je t'ai pris l'exemple du secteur énergétique. On voit que les géants pétroliers encaissent des profits records, malgré la chute du prix du pétrole, etc. Donc, tu essayes un peu de voir comment évolue le secteur, évidemment pas dans les derniers jours, mais vraiment par rapport à ton échelle de temps. Si tu vas investir à 10, 20, 30, 40 ans, tu essayes de voir les grandes tendances qui émergent avec le temps. C'est-à-dire, eh bien, est-ce que le pétrole continue de performer? Est-ce qu'il a de l'avenir? Comment est-ce que les entreprises vont pouvoir jouer? Donc, tu essayes un peu de comprendre comment ça fonctionne. Également, tu l'auras peut-être vu, en fin 2022, début 2023, toutes les compagnies pétrolières ont explosé en bourse. Et donc, c'était des choses à prendre en compte aussi quand tu investissais, parce qu'il y a eu des enjeux, et aussi avec les tensions géopolitiques, peu importe, où ça fait des mouvements de marché. Donc, c'est très important aussi pour nous de comprendre le contexte du secteur dans lequel on investit, pour être sûr de ne pas arriver au pire moment sur celui-ci, par exemple, ou saisir des opportunités. Troisième chose que j'aime énormément regarder, c'est la diversité du secteur, d'activité notamment. C'est-à-dire que je t'ai pris ici par exemple Disney, que je pense tout le monde connaît. Et bien ce qui est bien, c'est que Disney repose non pas sur un seul pilier de revenus, mais bien plusieurs. On a les parcs, on a les médias, on a le studio donc de cinéma avec Disney+, des choses comme ça. On a également des licences, des produits dérivés. Donc ce qui est bien, c'est que si aujourd'hui Disney perd une de ses sources de revenus, il en aura bien d'autres en réserve. Évidemment, ça va faire mal au bilan financier, évidemment, l'entreprise va en prendre un coup, mais au moins, ce n'est pas comme une table à un seul pied où quand tu casses ce pied-là, la table tombe. Ici, elle a vraiment plusieurs pieds à son arc pour pouvoir justement être assez solide si l'une de ses sources de revenus venait à tomber. Évidemment, si imaginons les médias venaient à tomber ici, comme on voit, ça pourrait faire énormément de dommages. Évidemment, le graphique ici s'arrête à la période de la pandémie, donc évidemment, ce n'était pas la meilleure période pour Disney malheureusement, mais on a vu qu'elle a pu se maintenir un minimum alors que les parcs représentaient une très grande partie de ses revenus vers fin 2019, grâce aux médias, grâce aux studios d'entertainment, etc., etc. Donc, il faut que l'entreprise, en tout cas, j'aime bien qu'elle ait plusieurs sources de revenus. Évidemment, ce n'est pas toujours le cas, c'est-à-dire que Realty Income est notamment concentré sur des biens immobiliers. Il faut alors, dans ce cas-là, que son portefeuille client soit assez large. Il faut également que du coup, elle ait assez de clients, assez de biens répartis sur le monde entier ou répartis aux États-Unis par exemple. Peu importe, mais il faut vraiment que si l'activité demain a un petit problème à un endroit, il ne faut pas que tout s'écroule à cause de ça. Dernière chose, c'est perspective d'évolution du secteur notamment. Ici, on reprend l'exemple de l'énergie et imaginons ici, on voit que l'article nous dit que Total investira plus de 5 milliards d'euros dans les renouvelables en 2023. Donc, c'est connu de tous, hein. Aujourd'hui, les grands groupes pétroliers s'intéressent de plus en plus en fait aux énergies renouvelables parce que c'est vraiment ça l'enjeu de demain et aussi l'enjeu du secteur. Même si le pétrole reste une très grande partie des revenus de ces entreprises-là et le gaz également, il faut prendre en compte aussi les enjeux qui vont arriver, les perspectives d'évolution. Ça peut être ça par exemple dans le monde, imaginons, d'énergie, peut-être dans la finance avec la crypto-monnaie ou autre. Donc, il faut éviter un effet Kodak, j'ai envie de dire. Si tu ne connais pas cet effet-là, c'est quoi? C'est simplement la société Kodak qui faisait des appareils photo
à l'époque, eh bien, tu sais, pas à l'époque du numérique, mais je n'ai plus exactement le terme, eh bien, lorsqu'il y a eu les appareils photo numériques, Kodak n'y a pas cru, n'a pas pris le tournant, en fait, eh bien, du numérique, et à cause de ça, l'entreprise s'est ramassée, malheureusement, et elle n'existe quasiment plus aujourd'hui, parce que simplement, elle n'a pas pu prendre l'évolution au bon moment, et ça a causé sa perte. Donc, on veut éviter que ça arrive à une entreprise, parce que ça peut vraiment détruire une société. Donc là, c'est vraiment à peu près tout pour mon investissement, enfin mon analyse fondamentale. Donc entreprise de référence, leader de son marché, comprendre son activité. Est-ce que je suis client? C'est pas obligatoire si tu comprends l'activité. Élément important, c'est l'environnement économique, le contexte du secteur, diversité d'activités, perspective d'évolution. Maintenant, on va passer à la phase aussi qui est très importante, c'est l'analyse technique. Et dans cette partie-là, quand tu analyses une action, tu en as notamment deux. Tu as l'analyse de l'action en elle-même et l'analyse du dividende, s'il y en a un. Évidemment, des entreprises comme Tesla, Facebook, Google ne versent pas de dividendes. Donc, il faut être sûr à préalable que ton entreprise verse un dividende pour faire ces analyses-là. Et on va commencer tout de suite par l'analyse de l'action. J'ai classé en deux indicateurs, c'est-à-dire les indicateurs les plus couramment utilisés, les plus connus, on va dire, et les deuxièmes qui sont un peu plus pointilleux, on va dire pointus en tout cas, et que j'aime particulièrement utiliser. Comme je te l'ai dit, je ne vais pas te les définir un par un, uniquement peut-être quelques-uns si c'est vraiment important. Si tu veux en savoir plus du coup sur ces indicateurs-là, je t'ai mis en description, comme je te l'ai dit tout à l'heure, 2 vidéos formation offertes qui sont normalement payantes sur l'analyse du coup d'Apple et aussi comprendre exactement tous les indicateurs que je vais te citer par la suite. Donc premièrement, indicateur numéro 1, on va voir la capitalisation. Qu'est-ce que c'est? C'est pas du tout compliqué. Quand on te dit que Apple vaut 500, non même plus je crois, 1000 milliards ou 2000 milliards de dollars, c'est simplement en fait le nombre d'actions émises fois le prix de l'action. Donc première chose que je regarde. Pourquoi je le regarde? Parce que ça va me donner une idée en fait de la taille de l'entreprise. Si elle est entre en fait 40 milliards et 200 milliards, j'estime que c'est une petite capitalisation. De 200 milliards à 400 milliards, j'estime que c'est une moyenne. Et au-dessus de 400 milliards, j'estime que c'est une très grande capitalisation. Ça me permet de répartir mes risques de mon côté avec un certain pourcentage en petit, certains pourcentages en moyen et certains pourcentages en grande capitalisation. Deuxièmement, cours de l'action, c'est pas plus compliqué, tu regardes le cours à long terme, voir comment il évolue. On est un investisseur long terme, donc forcément, même si ça ne va pas prédire le futur, on peut voir comment l'action a réagi durant les crises précédentes. Est-ce qu'elle a aussi eu un gros drop par le passé ou est-ce qu'elle est vraiment linéaire à l'image, par exemple, d'actions comme Coca-Cola, des choses comme ça. Et enfin, dernière chose, le chiffre d'affaires, comme tu t'en doutes, hein, c'est une part très importante de l'analyse. Pourquoi? Parce que si l'entreprise arrive, en fait, à dégager toujours plus de chiffre d'affaires et donc à vendre de produits, forcément, ça va nous aider à vouloir investir dessus parce que ça prouve que le business model marche et continue d'évoluer. Mais il faut le mettre en perspective avec un autre indicateur que je vais te citer par la suite. Donc, on va voir maintenant les indicateurs un peu plus poussés, donc notamment le PER, le Price Earning Ratio. Je ne vais pas te faire la définition, encore une fois, elle est dans la description, mais je vais quand même te donner mes valeurs que j'essaye d'utiliser en tout cas. En ce moment, j'essaye de ne pas aller au-dessus de 20 de PER, donc quand le PER est au-dessus de 20, j'évite d'investir dessus pour le moment parce que les marchés sont quand même assez hauts. Par contre, ça ne m'empêche pas parfois de dépasser cette limite. Hein. Attention, il faut faire très attention. Il y a deux écoles là-dessus. Il y a la première école qui dit le PER moyen en bourse est autour de 17, donc il faut le respecter. Il y a la deuxième école qui dit le PER, c'est notamment au niveau du secteur qu'il faut le regarder. Tu te doutes bien qu'un PER entre la santé et la technologie ne sera pas du tout la même chose. Pourquoi? Parce qu'une boîte tech, en général, on va souvent plus l'évaluer, elle sera souvent aussi plus surévaluée. Donc ça va vraiment dépendre de chaque secteur et moi je fais plutôt partie justement de cette école-là, c'est-à-dire que si, imaginons le secteur de la santé autour des 20 du PER, je vais essayer de respecter ça. Si par contre la technologie autour des 40, je vais essayer de respecter ça. L'immobilier peut-être 5, je dis n'importe quoi, je vais essayer de respecter ça, premièrement. Donc c'est un indicateur pour moi qui est extrêmement important pour trouver soit des bonnes occasions, donc des bonnes affaires, soit éviter justement d'investir sur des choses qui me semblent pour moi surévaluées pour le moment. Deuxième indicateur, c'est le bêta de volatilité. Tu le connais peut-être, en fait, c'est simplement le multiplicateur par rapport à l'indice de référence. C'est-à-dire que, imaginons, le SP500 fait 10%, eh bien, si ton bêta de volatilité est de 0,5, ça veut dire que en moyenne à long terme, ton action fait 0,5 fois les mouvements, en fait, de l'indice de référence, imaginons le SP500, donc ferait 5% dans la théorie.
Je dis dans la théorie parce qu'évidemment, ce n'est pas une science exacte. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu as un bêta de volatilité de 1 que ton action va toujours suivre son indicateur de base ou qu'il est de 2 et ça va toujours le doubler en fait. Non, ça ne marche pas du tout comme ça. Il faut vraiment prendre en compte que c'est une base à long terme où on voit vraiment que ça peut marcher entre guillemets. Mais évidemment, tu peux toujours avoir des anomalies. Imaginons une action qui était dans l'immobilier en 2008 avec un bêta de volatilité de 0,5, c'est-à-dire qui est censé avoir la moitié de la volatilité de son indice de référence. Imaginons le SP500 fait moins 20%, tu es censé dans la théorie faire moins 10%, mais là comme 2008 ça a vraiment impacté les banques et l'immobilier, tu te doutes bien que tu feras pas une exception ici et tu seras beaucoup plus impacté que de manière générale à 0,5 de volatilité. Évidemment, ça va dépendre. Pourquoi j'utilise cet indicateur-là, encore une fois, c'est pour bien répartir mes risques, avoir certaines actions défensives autour des 0,4 à 0,7 de bêta de volatilité, avoir des actions plus classiques entre 0,7 et 1,3 et des actions plus extrêmes entre 1,3 et 1,5 par exemple. Et ensuite, marge opérationnelle, extrêmement important pour moi selon moi. J'essaye qu'elle dépasse les 15% à chaque fois. Si tu veux voir comment le retrouver, encore une fois, c'est dans la description. Eh bien, j'essaye qu'elle dépasse les 15% parce que ça veut dire qu'au moins le secteur et le business model de l'activité est viable, que l'entreprise arrive à rapporter assez d'argent, hormis d'autres contextes externes. Donc, pour moi, c'est extrêmement important. Si tu veux en savoir plus, encore une fois, je t'invite à cliquer dans la description. Ensuite, bénéfice net, à mon avis, tu connais ce que c'est. Simplement le chiffre d'affaires en enlevant tout ce qui va être impôts, les frais, etc. à payer. Donc, c'est vraiment ce qui reste à la fin. Et tout à l'heure, je te disais que le chiffre d'affaires, il fallait le mettre en relief avec un autre indicateur, notamment les bénéfices nets. Pourquoi? Parce que simplement, si ton chiffre d'affaires ne cesse d'augmenter, mais tes bénéfices nets ne cessent de baisser, ce qui est possible, eh bien, ça peut présager une mauvaise santé financière de ton entreprise. Comme un chiffre d'affaires qui est peut-être stagne depuis quelques années, mais si tes bénéfices nets augmentent, c'est peut-être bon signe également. Donc, il faut vraiment toujours comparer les deux, c'est hyper important. Et pour finir, les capitaux propres, donc c'est ce que possède l'entreprise, c'est-à-dire ses actifs moins ses passifs. Un peu comme toi, quand on calcule ton patrimoine net, on va prendre ton bien immobilier, combien il vaut, moins le crédit de celui-ci qu'il te reste à payer. Et ça va te donner un peu ton patrimoine net, c'est un peu la même chose ici. Le but, encore une fois, c'est qu'il soit en constante évolution. Donc ça, c'est vraiment l'analyse d'action. Je regarde notamment capitalisation, cours de l'action à long terme, chiffre d'affaires, son évolution. Le PER, j'essaye un peu de le rapprocher du PER du secteur. Le bêta de volatilité pour un peu bien équilibrer mon portefeuille, éviter d'avoir un portefeuille beaucoup trop volatile où toutes les actions seraient au-dessus de 1 et trop peu volatile où toutes les actions seraient en dessous de 0,7 par exemple. Les marges opérationnelles pour être sûr que l'activité est viable, bénéfice net pour comparer au chiffre d'affaires et voir que tous les deux s'alignent, et enfin capitaux propres pour être sûr que la trésorerie de l'entreprise est simplement que la santé de celle-ci soit saine. On passe maintenant à l'analyse du dividende, même histoire, premiers indicateurs très simples à comprendre, l'historique de celui-ci, depuis combien de temps du coup est-ce qu'il est versé, mais notamment comment est-ce qu'il a évolué, c'est-à-dire est-ce qu'il est versé depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, est-ce qu'il a connu des montagnes russes ou est-ce qu'il monte de manière linéaire, forcément c'est ce qu'on va rechercher en tant qu'investisseur. Deuxièmement, la durée du dividende, est-ce que c'est par exemple un dividende aristocrate qui est versé depuis plus de 25-30 ans par l'entreprise et en constante évolution. Ça c'est des entreprises que j'adore, je peux notamment citer McDonald's, Johnson & Johnson. Il y en a plein d'autres encore dans ce domaine-là que je t'invite à te renseigner qui sont très intéressantes. Donc, évidemment, c'est des choses importantes à regarder. Ensuite, troisièmement, l'évolution sur 5 ans de celui-ci. Tu peux remonter à plus loin si tu veux. Moi, sur 5 ans, ça me convient très bien. Parce qu'en plus, on a eu la période de pandémie, donc ça donne une idée aussi de ce qui s'est passé pour ces entreprises. Eh bien, tu vas savoir de combien est-ce que l'action augmente son dividende chaque année, et parfois ça peut être de 2%, parfois de 3, de 8, de 10, et au moins tu sais à peu près à quoi t'attendre en tant qu'investisseur quand tu investis sur ces entreprises-là. Et c'est très intéressant parce que tu peux même comparer à l'inflation et voir ton revenu évoluer plus vite que l'inflation en fait, et ça c'est vraiment intéressant. Et enfin, fréquence du versement, ça c'est plutôt la cerise sur le gâteau parce que ça va pas changer grand-chose, mais c'est savoir si le versement est annuel, comme des entreprises françaises, est-ce qu'il est trimestriel, est-ce qu'il est mensuel comme Realty Income, etc., etc. Et enfin, moi j'ai deux indicateurs un peu plus secondaires, on va dire, qui sont quand même importants. Tu as le rendement, qui peut être un indicateur classique, ça dépend des personnes en fait. Donc, imaginons l'entreprise Apple a une action qui vaut 100 € et verse 5 € par action.
tu aurais un rendement théorique de 5% en fait. Et ce rendement-là, il est important à prendre en compte parce qu'il va évoluer en fonction du prix de l'action en fait. Si Apple, lors de la même année, dit je verse 5 euros, mais que l'action passe de 100 euros dans l'exemple que je t'ai donné à 50 euros, eh bien, théoriquement, le rendement a doublé. Par exemple, ça veut dire que l'action reverse toujours 5 euros, mais étant donné qu'elle a perdu moitié de valeur, 50 euros et reverser 5 euros, ça représente maintenant 10% et non plus 5%. Et c'est ça qui est important à prendre en compte. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit qu'il y a un effet élastique quand une action chute trop brusquement. C'est-à-dire que des actions solides comme Apple, si demain le rendement double du jour au lendemain, beaucoup d'investisseurs vont aller l'acheter uniquement pour le rendement. Évidemment, ça ne va pas sauver toutes les entreprises dans ce cas-là, mais dans certains cas, ça fait un effet élastique pour éviter que l'action chute trop vite aussi. Et enfin, dernière chose, le payout ratio. Si tu ne sais pas c'est quoi, c'est simple. Un dividende, c'est une partie des bénéfices nets qui sont prises pour les reverser à l'actionnaire. Eh bien, c'est simplement le pourcentage de ces bénéfices nets-là qui sont pris pour être reversé à l'actionnaire qui est calculé. Imaginons, de nouveau même exemple, Apple fait 1 milliard de chiffre d'affaires, de bénéfices nets, on va dire, et reverse 500 millions à ses actionnaires, ce qui veut dire qu'il y a 50% de payout ratio, et donc 50% qui partent aux investisseurs, donc aux actionnaires. J'évite pour ce ratio de dépasser, on va dire, les 70%, petite exception pour les entreprises immobilières qui sont dans un cas particulier, mais voilà, on va dire que j'évite de dépasser les 70%. D'ailleurs, pour le rendement, j'évite vraiment de dépasser les 6% et j'essaye de me stabiliser autour des 3,5-4% grand maximum de rendement annuel sur l'ensemble de mes actions, évidemment. Donc, si je dois te donner quelques chiffres clés, j'ai envie de dire l'historique, ben forcément j'ai envie qu'il soit linéaire et depuis longtemps. Durée du dividende, j'essaie de maximiser les dividendes aristocrates. Ça m'arrive aussi d'avoir des entreprises qui en versent depuis moins longtemps, évidemment. Une évolution positive sur 5 ans, évidemment. Fréquence du dividende, ça peu m'importe. Et rendement, comme je t'ai dit, j'essaye de tourner autour des 4%, maximum 6-7% grand maximum. Et le payout ratio, pas au-dessus de 70, sauf petite exception pour l'immobilier. Et enfin, pour finir, petit bonus. Donc, pour passer à la pratique, je te donne 2 vidéos de mon accompagnement qui, lui, est payant. Mais là, cette fois-ci, je te les offre sur comprendre les indicateurs que je viens de te citer, si c'est encore un peu flou pour toi, pour que vraiment tu puisses comprendre leur définition, des exemples concrets pour t'expliquer comment est-ce qu'ils fonctionnent. Et enfin, une autre vidéo pour t'analyser en direct l'action Apple avec tous les indicateurs que je te donne en utilisant les sites que je t'ai cités pour que tu puisses le faire, toi, à ton tour par la suite. Donc, ces 2 vidéos ici, premier lien en description. J'espère que cette partie de la formation sur l'analyse t'aura plu. Toute la suite se trouve du coup dans la description où tu vas avoir vraiment les définitions des indicateurs et également l'analyse en direct. On se retrouve de l'autre côté. J'espère que ça t'aura plu. À tout de suite, c'était Maxime.